Bonjour, je vais donc vous parler du ruxolitinib, le Jakavi. Il s'agit d'un antinéoplasique inhibiteur des tyrosine kinases dosé à 5, 15 ou 20 mg. Il est indiqué dans le traitement de la splénomégalie ou dans les symptômes liés à la maladie chez les patients atteints de myélofibrose primitive, appelée également myélofibrose chronique idiopathique, de myélofibrose secondaire à la maladie de Vaquez. C'est le polyctème vrai, ou de myélofibrose secondaire à la thrombocytopénie essentielle. La maladie de Vaquez, chez les patients qui sont résistants ou intolérants à l'hydroxyurée, constituera une des indications importantes du produit. Sur le plan du mode d'administration, on a un plan de prise de cette forme orale de J1 à J7 avec, dans la myélofibrose, une adaptation de posologie. Quand le taux de plaquettes est supérieur à 200 000 par millimètre cube, c'est 20 mg 2 fois par jour. Lorsque les plaquettes sont entre 100 et 200 000, là, ça sera 15 mg 2 fois par jour. Et également, lorsqu'on sera dans le range 50 000, 100 000, on sera à 5 mg 2 fois par jour. Les adaptations sont possibles également en fonction de la tolérance, de l'efficacité. On va diminuer à 5 mg ou augmenter à 25 mg par jour. La dose initiale ne doit pas être augmentée pendant la première phase, les 4 premières semaines, et cette administration orale doit se faire pendant ou en dehors des repas. En cas d'oubli d'une prise, surtout ne pas prendre de dose supplémentaire ou doubler la prise suivante. Il faut prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli. Le traitement sera poursuivi aussi longtemps que le rapport bénéfice-risque reste positif. Après 6 mois de traitement, s'il n'y a pas de réduction de la taille de la rate ou d'amélioration des symptômes, le traitement doit être arrêté. En cas d'interruption de traitement, des symptômes de myélofibrose peuvent réapparaître sur une période de 1 semaine, et c'est l'une des caractéristiques de ce type de mécanisme d'action. Les conditions de prescription, c'est un médicament qui est donc sur la liste 1, qui est soumis à une prescription hospitalière et qui nécessite une surveillance particulière, on l'a vu pendant le traitement. La prescription hospitalière est réservée aux spécialistes en hématologie ou aux médecins dits compétents en maladie du sang, c'est-à-dire les onco-hématologues, la médecine interne. On va trouver un certain nombre d'effets indésirables qu'il faut bien identifier, une toxicité assez importante qui justifie surveillance, prévention. En termes d'effets indésirables, ces médicaments présentent un profil particulier, notamment sur le plan hémato, nécessitant une surveillance de la thrombopénie, de la neutropénie et de l'anémie qu'ils peuvent induire. Ces effets sont très fréquents, gradés de 1 à 4 selon les situations. Il y a également une notion de dose dépendance et de réversibilité à l'arrêt des traitements de ces effets indésirables. Ils sont généralement réversibles à l'arrêt en 14 jours à peu près. Ils peuvent nécessiter sur le plan de la correction des troubles observés en une transfusion de plaquettes qui est possible quand les taux de plaquettes sont inférieurs à 100 000 par millimètre cube. En cas de plaquettes inférieures à 50 000, on passe à l'interruption du traitement. Les effets secondaires apparaissent dans les 12 premières semaines de traitement. La neutropénie implique également une interruption du traitement. Elle apparaît dans les 8 à 12 semaines. Des transfusions de culoglobulaires peuvent être nécessaires lorsque l'hémoglobine est inférieure à 10 grammes par décilitre. Et puis on va recommander une diminution de dose dès lors qu'on atteint un seuil de 8 grammes par décilitre. L'interruption du traitement, elle a également lieu dans ces situations, mais aussi lorsqu'il y a des ecchymoses, des hémorragies qui sont assez fréquentes. Un risque est augmenté chez les patients qui sont traités par anticoagulation orale ou antiagrégants plaquettaires. Sur le plan du système nerveux, on va enregistrer également des céphalées, des étourdissements, effets assez fréquents, des effets digestifs également, à type de constipation, de flatulence, mais aussi de prise de poids. Et cela va nécessiter assez souvent la prescription de laxatifs concomitamment au traitement. On observe sur le plan hépatique un risque d'augmentation des azates et des alates, une hypercholestérolémie assez fréquente. Il faut surveiller donc ce bilan hépatique
Il y a sur le plan infectieux un risque urinaire et zona, d'infection urinaire, de zona, voire de tuberculose. Et puis on observe également des vertiges assez fréquents. On va rechercher une tuberculose latente avant toute instauration du traitement. L'hypertension artérielle, alors là on est dans les composantes cardiaques des effets indésirables, et bien l'hypertension artérielle est très fréquente. Elle va supposer donc une surveillance de la tension artérielle et un profil des patients et des recommandations chez les insuffisants cardiaques. En cas d'insuffisance hépatique, la dose initiale recommandée doit être diminuée de 50%. On va l'administrer 2 fois par jour et si une insuffisance hépatique est diagnostiquée pendant le traitement, on va faire une surveillance complète de l'hémogramme, au moins toutes les 1 à 2 semaines, pour adapter évidemment la posologie. La réduction de posologie va diminuer effectivement le risque de cytopénie. Pour ce qui est de l'insuffisance rénale, si on a une clairance à la créatinine inférieure à 30 ml/min, la dose initiale recommandée doit là aussi être diminuée de 50%. On va l'administrer 2 fois par jour en fonction des taux de plaquettes, du taux de plaquettes pour les patients dialysés notamment, et l'administration doit se faire le jour de la dialyse, juste après la séance. Pour les patients âgés, il n'y a pas d'ajustement spécifique requis. Alors le médicament doit être conservé à une température inférieure à 30 degrés, à l'abri de l'humidité. Si on reprend également le risque par rapport à la femme enceinte, il y a une contraception obligatoire durant le traitement, l'allaitement est interdit. Il y a des cas de leucoencéphalite qui ont été rapportés, donc il faut faire une surveillance de la symptomatologie neurologique. Métabolisme hépatique, c'est un substrat donc, de plusieurs cytochromes actifs dans le processus métabolique. Il va être à la fois inducteur et inhibiteur puissant. On va avoir également un inhibiteur pour certaines voies métaboliques qui sera un peu plus modéré cette fois-ci. Et ça va impliquer des interactions médicamenteuses majeures avec l'ensemble des inhibiteurs du cytochrome CYP3A4, avec des augmentations de concentration plasmatique de ruxolitinine, avec une R sur coube à 91%, qui peut majorer les effets indésirables, et notamment la cytopénie. Alors dans ces médicaments, il faut penser aux inhibiteurs de protéase, donc le patient VIH qui est très fréquemment, pour lequel existe ce type de prescription, devrait être particulièrement, sa prescription devrait être particulièrement analysée par le pharmacien, de même que pour les antifongiques azolés, Keto, Itra, Posa, Voriconazole, et les antibiotiques de la famille des macrolides, tels que la clarithromycine, la télitromycine. Le conseil général, c'est de donner que la dose doit être diminuée de 50% pour prendre en compte cette interaction, et on va continuer à administrer 2 fois par jour en surveillant toujours la cytopénie, en ayant un peu, c'est de l'eau sur le feu, il faut regarder cette cytopénie en permanence chez ces patients. Les autres inhibiteurs vont augmenter les concentrations plasmatiques, c'est le cas des antihypertenseurs de la famille des inhibiteurs calciques, d'iltiazème, de l'amiodarone, donc d'antiarythmiques, d'antiacides, d'antibiotiques, on l'a dit déjà pour la famille des macrolides, et puis des inhibiteurs de protéase. Ça, c'est la synthèse un peu de tous les médicaments avec lesquels pourra apparaître une interaction et qui justifiera ou non une adaptation de posologie. On va beaucoup plus surveiller la cytopénie que de doser, on ne dosera pas le médicament. Donc on va avoir là-dessus parfois une double inhibition des cytochromes en cas d'association de médicaments ayant ces propriétés, comme le fluconazole, où là la réduction de 50% de la dose du ruxolitinib est recommandée. Avec les inducteurs puissants, c'est une diminution des concentrations qui sera observée, avec des R sous courbe de 70% par rapport à la normale, qui ne vont pas avoir de conséquences en adaptation de posologie, mais qui peuvent amener à un risque d'échec thérapeutique. On sera vigilant avec les antiépileptiques, carbamazépine, phénobarbital, les antibiotiques de type rifampicine, tous ces médicaments inducteurs qui vont impliquer une augmentation de dose qui est à envisager par le clinicien
et à adapter en fonction de la tolérance et de l'efficacité. Il faut monitorer ces opérations lorsqu'il y a interaction avec ces médicaments. L'utilisation de médicaments cytoréducteurs ou de facteurs de croissance hématopoïétique n'a pas été réellement étudiée, elle n'est pas recommandée. Une surveillance clinique est nécessaire lorsqu'il y a une association à des médicaments substrats de la PGP, tels que le dabigatran donc, et la cyclosporine, mais également des statines comme la rosuvastatine, et potentiellement, même si la prescription est plus marginale, avec la digoxine. Il y a également des interactions tout à fait possibles avec certains aliments, certaines plantes pendant la durée du traitement, et il appartiendra au pharmacien d'informer aussi son patient concernant ce risque interactif. Alors, pour ce qui est du jus de pamplemousse avec le cytochrome 3 à 4, l'interaction est connue avec d'autres médicaments, mais il y a le jus d'orange amer aussi, les oranges de Séville, le ginseng, le ginkgo biloba, le curcuma. On va également être confronté à des inducteurs du cytochrome 3 à 4, tels que le millepertuis, avec les échinacées, le kava, l'ail. D'autres substances alimentaires peuvent favoriser l'immunodépression. C'est notamment le cas du curcuma, de la réglisse. Et cela, les pharmaciens devront le noter, le discuter avec leurs patients lorsque ces patients auront ce type de traitement.